Bonjour et bienvenue dans Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Leur point commun ? Une vision entrepreneuriale de leur métier. Des parcours toujours inspirants et empreints de sincérité et d'optimisme. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue dans Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Je suis Audrey Deléris et aujourd'hui je reçois Maria Gomri. Ravie de te retrouver Maria. Et avant qu'on enchaîne sur l'interview, je vais te présenter. Donc Maria, tu es Head of Legal Southern Europe chez Google, en charge de la France, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de la Grèce. Tu es diplômée d'un DESS en droit de l'informatique et des nouvelles technologies de l'Université Paris-Sud, ainsi que d'un DEA en droit de la communication de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Tu débutes ta carrière comme avocate en 1998, spécialisée en droit des médias et des nouvelles technologies, d'abord au sein du cabinet Alain Bensoussan, puis au sein du cabinet Franklin. En 2006, grande année du coup, tu rejoins Google France comme juriste business. Tu es d'ailleurs la deuxième juriste recrutée en France à l'époque, après Yoram Elkaïm, qui est l'actuel directeur juridique international de Google. Tu participes ensuite à la structuration de la fonction juridique avant de prendre des responsabilités de plus en plus larges jusqu'à diriger la fonction juridique sur la région Europe, Middle East et Africa. Et comme je le disais, aujourd'hui, tu es en charge de l'Europe du Sud. Maria, merci d'être là aujourd'hui. Merci Audrey pour ton accueil. Est-ce que tu vas bien ? Et tout va très bien par cette journée de printemps ensoleillée. Exactement. Ça commence en effet très bien. Est-ce que j'ai bien tout dit pour te présenter ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce que j'ai fait une erreur ? Pas du tout. Tu as été très précise et complète. Merci pour ce résumé. Merci beaucoup. Alors, il y a une question que j'aime bien commencer l'interview quand je reçois du coup mes invités, c'est de revenir un petit peu en arrière. Pourquoi le droit au départ ? Est-ce que c'était une vocation, une évidence pour toi, ou est-ce que au contraire ça s'est fait un peu par hasard comme pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de juristes et directeurs juridiques ? Absolument, ça s'est fait par hasard puisque en terminale, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire et j'étais plutôt orientée vers la philosophie. Et ma professeure de philosophie m'a plutôt, elle, orientée vers le droit, en me disant que cela menait à tout. C'est comme ça que je l'ai suivie. Je me suis inscrite à l'université Assas. Et le goût pour le droit est arrivé progressivement, surtout en maîtrise, lorsque j'ai découvert la propriété littéraire et artistique. Et justement, ça m'amène à mon autre question. C'est vraiment cette quatrième année où tu as découvert cette matière-là, parce qu'après, tu as été aussi médias et nouvelles tech. C'était assez émergent à l'époque, donc qu'est-ce qui t'a plu dans cette matière, dans ces matières ? Alors, ce qui m'a plu, c'est le côté innovant. Donc, comme tu le dis, en 1995, ça remonte, j'ai fait ce 3e cycle de droit des médias, et il m'avait semblé à l'époque que l'audiovisuel ou le droit de la presse était assez statique. Et mon mémoire portait sur l'œuvre multimédia à l'époque, les CD-ROM. Bon, je ne suis pas sûre que tu aies connu, mais l'œuvre multimédia, l'épreuve du droit d'auteur. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'on appellera après les nouvelles technologies. Et je me suis orientée vers un 3e cycle, le premier à l'époque, ce DESS de droit de l'informatique et des nouvelles technologies avec le professeur Cirinelli. Et là, j'ai découvert tout un univers en me disant que l'avenir et le futur seraient là. Et j'avais décroché, j'avais compris que ce serait, l'univers dans lequel je souhaiterais évoluer. Et tu as eu raison. Après, on en reparlera. Et c'est vrai que le professeur Cirinelli aussi, quand j'étais à la fac, on en parlait beaucoup, était très réputé aussi. Très réputé, le premier aussi, donc très visionnaire. Tu as commencé en tant qu'avocate en cabinet, donc comme je le disais dans ta présentation, chez Bensoussan puis chez Franklin, donc toujours avec ces sujets qui, on l'a compris déjà, te passionnaient déjà à l'époque. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ces années en cabinet d'avocat ? Alors chez Alain Bensoussan, je garde un souvenir d'avoir été plongée directement au cœur de l'écosystème d'Internet. On est dans les années 2000 et donc le commerce électronique explose. C'est absolument passionnant et dynamique. Quant au cabinet Franklin, là, j'ai été exposée à des dossiers plus internationaux et de plus grande envergure. Donc, ce que j'en ai appris, c'est qu'il était nécessaire absolument de maîtriser la technique pour pouvoir analyser juridiquement les problématiques, et puis l'art du conseil et la recherche de solutions concrètes pour les clients. Donc, j'ai vraiment découvert que mon métier à moi, c'était le conseil et l'accompagnement des entreprises. Et c'est ça qui t'a donné envie de passer de l'autre côté ?
après ? Absolument, puisque j'avais une petite frustration, comme nombreux d'entre nous, où on voit une partie des métiers des entreprises, et rejoindre une entreprise, c'était pour moi la possibilité d'être embarqué sur une stratégie, depuis la conception des produits jusqu'au contentieux. Donc c'est évident. Pour moi, c'était plus vivant. Et c'est là que Google arrive, du coup. Et c'est absolument là que Google arrive. En 2006, je vois cette annonce sur Internet, vraiment de la façon la plus simple qu'il soit. Et je vois le descriptif du poste en me disant, mais ça, c'est le job de mes rêves. Tout y est. C'est accompagner le développement de Google, qui était quand même déjà assez connu à l'époque. J'allais te demander, oui. Ah oui. Mais... Bon, on est en 2006. L'entreprise a déjà, je crois, 8 ans d'existence, avec de nombreux produits. C'était, pour te dire, on était 350 sur le poste. Donc, il y avait un véritable attrait, une véritable force de la marque et d'intérêt sur les produits. Et donc, c'était déjà connu, c'était moins gros que maintenant. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et là, ça fait, j'ai calculé à peu près, mais presque 20 ans, ou pas encore, ouais. Donc au quotidien. Absolument. Avec le recul, alors compliqué évidemment de résumer 20 ans chez Google, évidemment, mais avec le recul, quel regard est-ce que tu poses sur à la fois le parcours de Google et le tien chez Google, justement? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quels ont été un peu tes ressentis principaux, on va dire, durant toutes ces années? Ce qui me frappe le plus, en fait, c'est la richesse et la variété extraordinaire des sujets traités. Ça a été, et c'est toujours fascinant d'être au centre d'une machine non seulement technologique, mais également politique et géopolitique, avec des sujets d'un intérêt vraiment rare et d'un rythme d'évolution d'une vitesse incroyable. Et sur un plan personnel, je retiens une formidable stimulation intellectuelle, avec une grande ouverture sur le monde. Encore une fois, la confrontation à des enjeux sociétaux majeurs que je ne soupçonnais absolument pas quand j'ai rejoint l'entreprise il y a 20 ans. Est-ce que tu as des exemples que tu serais d'accord pour nous partager, des choses qui t'ont marqué durant toutes ces années? Enfin, j'imagine qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a des dizaines. Tu vois, le plus récent, c'est ces questions de souveraineté numérique. On voit bien que c'est au cœur des discussions géopolitiques. Qui aura la main sur ces technologies? Donc ça, c'est pour te donner un exemple de géopolitique, mais je peux aussi te donner des exemples de politique interne avec nos rapports avec les éditeurs de presse, puisqu'il y a toutes ces discussions je ne dirais pas de survie, mais en tout cas de maintien des éditeurs de presse qui ont moins de subventions de l'État, moins d'abonnements, et dans le même temps, il y a des utilisations de leur contenu par les sociétés technologiques comme les nôtres. Et il y a une confrontation entre, d'un côté, les exceptions aux droits des éditeurs de presse auxquels on pourrait, nous, prétendre, et de l'autre côté, la nécessité d'être financé et d'être aidé. Et donc on a des questions de démocratie et de pluralité qui se posent. Et voilà, ça, c'est des enjeux sociétaux majeurs auxquels je suis confrontée depuis des années, par exemple. Oui, et ça, j'imagine, avec plein d'autres sujets au fur et à mesure des années. Oui. Et là, ce que tu nous expliques justement, c'est cette grande implication du juriste, des juristes avec ton équipe. Comment tu as vu la fonction juridique évoluer en même temps que Google grandissait, pour le coup? Comment ton rôle de juriste puis après de manager s'est transformé au fil des années? Alors, le rôle de juriste, il y a 20 ans, et juriste dans une entreprise de nouvelles techno comme Google, c'était le juriste multitâche, qui fait tout, qui est sur tous les fronts, et qui aborde les sujets avec une certaine candeur et une certaine spontanéité. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, comme on dit, évidemment, on ne court plus dans tous les sens. On est vraiment dans la conception d'agents d'intelligence artificielle qui sont là pour nous aider à automatiser des process et nous
permettent de nous concentrer sur les questions les plus stratégiques. Donc, il n'est plus question aujourd'hui de courir dans tous les sens, même si ça avait beaucoup de charme. Ok. Aujourd'hui, tu diriges donc les équipes juridiques d'une large région, donc l'Europe du Sud. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier après toutes ces années ? Je rajoute une question aussi. Est-ce que tu gardes une partie opérationnelle aussi ? Est-ce qu'il y a des sujets que tu as toujours en direct toi-même ? Alors, ce qui me plaît encore aujourd'hui, c'est vraiment l'intérêt et la variété constante des dossiers qui ont des dimensions politiques et géopolitiques, comme je le disais tout à l'heure. Ça n'a pas changé et c'est grandissant en réalité. Ce que je continue d'apprécier, c'est également le rythme de travail qui est très stimulant et très dynamique. Et enfin, la complexité. On est en première ligne de sujets de débat de société, prend les voitures autonomes, par exemple, prend toute cette autonomie qui est confiée à des machines, à des algorithmes. C'est fascinant, ce sont des questions quasiment philosophiques et ce sont des questions qu'on aborde aujourd'hui au sein de cette entreprise. Et ce qui me plaît encore, c'est le fait d'avoir ce luxe rare de pouvoir continuer à apprendre tous les jours de nouvelles choses. Et est-ce que je garde un aspect, est-ce que j'ai encore un peu les mains dans le cambouis ? Aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Ça va du SVP au plus junior d'entre nous. Aujourd'hui, avoir les mains dans le cambouis, c'est créer des agents d'IA. Donc on est tous formés, poussés à tester les produits, à tester nos outils pour développer notre propre Legal Tech, notre propre petite bibliothèque d'agents IA. Et ça, c'est pour tout le monde, pas seulement pour nos plus juniors. C'est moi aussi. Donc ça, c'est la partie processuelle de juriste enrichi. Et puis, il y a des dossiers que je conserve et sur lesquels je travaille vraiment de très près. Comme je te le disais tout à l'heure, par exemple, toutes nos relations avec les éditeurs de presse et tous les sujets qui tournent autour sont des sujets qui me passionnent et que je garde. Ok. Ce que tu dis me fait penser à une question sur les outils. J'imagine, moi en tout cas, que chez Google, vous devez avoir des outils au-delà de la suite Google, évidemment, pour le coup. Si tu es d'accord pour nous en parler, comment ça se passe justement pour la direction juridique Google ? Est-ce que vous avez évidemment tous les outils de Google ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être aussi développées sur mesure pour vous, comme c'est parfois le cas dans des structures qui n'ont pas les moyens d'avoir d'un outil externe, mais il y a des développeurs qui font ça dans les sociétés. Comment ça se passe, vos relations avec les développeurs pour votre direction juridique, justement ? Tout est interne. On a beaucoup d'outils, beaucoup de technologies. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous demande d'utiliser ces technologies pour développer nos propres outils. Donc, nous sommes nous-mêmes développeurs. Donc, je fais du vibe coding. D'accord. C'est fou ce qu'on nous propose et ce qu'on nous encourage à faire. Et par conséquent, on n'a pas recours à des tiers, puisqu'on le fait vraiment sur mesure et qu'on a des plateformes et des technos qui sont très puissantes et qui nous permettent de le faire. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'existe pas et que tu aimerais inventer, qui pourrait soulager ton quotidien, l'améliorer, celui de ton équipe ? J'ai des projets en tête. Et je pense qu'avec les outils qu'on nous propose, je devrais pouvoir y arriver. Maintenant, je me forme et je dois tester. Je vais y arriver, ça va prendre un petit peu de temps, mais je vois des choses assez extraordinaires qui se développent autour de moi par des collègues. Et donc, je pense que tout est accessible. Il faut vraiment juste s'y plonger et se lancer. Ok. Donc, ce qui te manque aujourd'hui sera là demain. Mais c'est sûr, et du temps, et un peu de temps pour le temps. Voilà. Ok. En préparant cette interview, j'ai beaucoup, et j'emploie un mot que j'utilise en plus sans que tu sois là, googliser pour le coup, parce que maintenant c'est un verbe depuis quelques années maintenant, ton nom évidemment, et pour essayer de retrouver des interviews, des interventions. Donc il faut savoir que tu interviens quand même beaucoup, j'ai retrouvé beaucoup de conférences et d'interventions, mais je viens d'apprendre que c'est ton premier podcast, donc je suis honorée vraiment que tu sois là avec moi pour ce premier podcast. Et dans ces recherches-là, j'ai lu une interview qui expliquait, voilà, quand tu faisais partie
de Cercle Montesquieu. Voilà, dans la direction juridique au féminin, ton implication dans le mentoring. Et je sais que c'est quelque chose d'important pour toi dans l'absolu. Donc, je voulais un peu te poser la question. Qu'est-ce qui est important selon toi dans cette notion même, ce concept même de mentoring ? C'est la transmission. Je pense que c'est ce que nous faisons en tant qu'être humain. On aime transmettre, surtout quand on avance un peu dans la vie. On aime transmettre aux plus jeunes. C'est extrêmement gratifiant de voir une mentorée prendre confiance en elle, postuler à un poste de direction, surmonter avec succès un défi managérial. Donc c'est une grande satisfaction personnelle et moi-même j'en ai bénéficié. Donc ça n'est un juste retour des choses. Donc cette transmission, la transmission est vraiment importante, ouais. Très important. Je crois que c'est aussi quelque chose de très important chez Google aussi, de transmettre, de former. Absolument, quand on arrive, on a un buddy comme on appelle ça, quelqu'un qui nous aide à faire à comprendre la culture de l'entreprise, à avoir les codes, à travailler comme il se doit, à comprendre aussi les rouages. Donc c'est pour se mettre un pied à l'étrier. Donc c'est extrêmement important et c'est extrêmement utile. Ok. Il y a une question en ce moment qui m'inquiète en quelque sorte. On parlait d'outils justement et j'entends quand même des directeurs juridiques, un peu malgré eux parfois, qui me disent non, je ne recrute plus de juristes juniors parce que j'ai des outils, ça les remplace. Je sais que c'est une grosse question dans les directions juridiques, il y a forcément des questions de budget aussi. Et j'entends ça évidemment parce que si vous aviez tous le budget limité, vous auriez et les outils et les équipes encore plus complètes. Donc ça, j'ai déjà ma réponse. Maintenant, il y a un vrai sujet de formation des juniors. Et là, le fait que tu parles de transmission m'encourage à te poser la question. Si tous les juniors sont remplacés par des outils, on va avoir un énorme problème dans quelques années où on n'aura plus de seniors, justement. On n'aura plus de juniors formés, parce qu'il n'y en aura plus. J'exagère, je prends évidemment le tableau le plus noir qui puisse exister. J'espère bien qu'il y en aura. J'ai quand même peur qu'il y en ait quand même beaucoup moins, parce que justement, il y a des directions juridiques, je le vois, qui déjà, malgré eux ou pas, pour le coup, choisissent les outils en remplacement de ces profils juniors. Et pour moi, le manager juridique, le directeur, la directrice, peu importe son titre, c'est important aujourd'hui que son rôle, votre rôle à toi et tes pairs, c'est de continuer à former des juniors. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors moi, je j'ai pas du tout cette approche. Je pense que c'est encore très important d'avoir des juniors. Ce que nous permet, en tout cas aujourd'hui, les outils d'IA, c'est de nous débarrasser des missions qu'on peut automatiser, des missions qui sont à très 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 faible valeur ajoutée. Pour autant, dans une direction juridique comme la mienne, on a différentes tailles de dossiers. On a des très très gros dossiers qui seront gérés par des seniors ou par moi-même, et puis on a des dossiers qui sont plus modestes, mais tout aussi stratégiques. Et donc moi, j'ai encore besoin de juniors. Il y a encore un travail de stratégie, même sur des plus petits dossiers. Donc, et on en a parlé il y a quelques semaines, quand je te demandais s'il était possible de nous aider à renforcer un peu nos équipes. Tu pourras en témoigner. Je t'ai plutôt demandé des profils juniors. C'est vrai. je confirme. Voilà. Et merci pour eux parce que il y a un vrai sujet. Je le vois aussi où j'ai même entendu dans certains cabinets d'avocats, il y a des cuts de moitié des stagiaires, des recrutements de stagiaires en collaborateurs juniors, et certains cabinets ont divisé par 2 leur recrutement de juniors pour le coup. Donc la version officielle, c'est on fait attention, et où il y a les outils IA, mais voilà, moi ça m'inquiète un petit peu pour le coup, pas forcément en termes de recrutement parce qu'évidemment je suis sacheuse de tête et plus les directions juridiques recrutent, plus je suis ravie, mais vraiment non, ça c'est pour la petite blague, mais pour le coup c'est vraiment sur la fonction juridique elle-même. Ça m'inquiète moi pour les profils, et ça m'interroge plutôt que ça m'inquiète, ça a l'air très négatif dit comme ça, mais pour les juniors qui sortent de la fac ou de l'EFB. Moi j'ai toujours besoin de juniors. Donc ils pourront toujours postuler quand j'aurai un poste ouvert. C'est même en priorité des juniors que je souhaite recruter. Ok, merci. J'encourage tes pairs aussi à faire la même chose et à défendre justement cette formation de juniors.
Merci, me voilà déjà un peu plus rassurée. Donc maintenant, autre sujet dont on a déjà parlé toutes les deux pour le coup, c'est cette formation que tu as repris récemment pour être administratrice. Qu'est-ce qui t'attire dans cette fonction ? Est-ce que pour toi c'est une suite logique dans ton parcours, une autre manière d'avoir de l'impact ? Je voulais un petit peu ton avis sur ce choix particulier de formation et de ce que ça implique. Alors, comme tu l'auras peut-être perçu, j'ai une vraie passion pour les entreprises qui créent de la valeur et Google en crée énormément et puis il y a tellement de produits et d'unités que je pourrais m'en satisfaire. Mais en fait, je reste encore très curieuse de découvrir de nouvelles entreprises et leur fonctionnement, et c'est par curiosité intellectuelle et par volonté d'aider des entreprises à se développer que je souhaite collaborer à la validation de leur plan stratégique. Voilà. Donc c'est essentiellement de continuer à m'ouvrir sur tout ce qui se passe dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Merci Maria là-dessus. Et comme je le disais, j'ai visionné quelques conférences pour le coup. J'ai retrouvé des pépites. Donc là, je m'oblige de faire un petit clin d'œil à notre cher Pierre Landi pour le coup. Je sais, on aime beaucoup toutes les deux. Et j'ai retrouvé donc une interview qui date d'une dizaine d'années pour le coup, où tu es intervenue avec Pierre lors d'une conférence de la FGE et tu expliquais, donc on a déjà un petit peu parlé, que les outils technologiques n'étaient pas une menace pour les juristes, mais une opportunité. Et tu nous as rassurés sur l'avenir des juristes et notamment des juniors. À l'époque, on parlait donc déjà d'automatisation, mais pas encore d'IA générative. D'IA génératif, pardon. Voilà, est-ce que tu as toujours la même conviction si tu devais intervenir sur le même sujet, mais au regard de ce qui se passe depuis 10 ans et en l'état actuel des choses en 2026, est-ce que tu as... Enfin, qu'est-ce que tu dirais lors d'une conversation ? Je dirais la même chose. Je dirais absolument la même chose. Ce que je constate, moi, aujourd'hui, c'est que tous ces outils me permettent de dégager un temps vraiment précieux pour me concentrer davantage sur une analyse stratégique. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on est dans une phase intense de formation. On a beaucoup d'outils, on a beaucoup d'usages qui peuvent être captés et gérés par ces outils. Mais je suis vraiment dans l'incapacité de te dire aujourd'hui s'il s'agit d'une menace ou non. C'est extrêmement efficace, tout s'accélère. C'est une autre aventure vraiment passionnante que je n'avais pas vue venir. Mais c'est assez difficile à ce stade. Donc c'est vrai qu'on entend et on lit un peu tout et son contraire sur la menace. Je ne serais pas capable de me prononcer. Aujourd'hui, j'ai, en tout cas en l'état actuel des technologies, pas l'impression que je peux être remplacée. Je suis plus efficace. Et qu'est-ce qui te rend plus efficace, justement ? Je vais te donner un exemple. Quand j'ai une réunion avec un collaborateur, donc j'ai pas mal de collaborateurs, et on a beaucoup de dossiers, donc je n'ai pas tous les dossiers en tête. Plutôt qu'en début de réunion, à chaque fois, lui faire répéter la nature du dossier, certains détails. J'ai maintenant tous les dossiers de tous les collaborateurs dans un outil assez génial qui s'appelle Notebook LM, que je vais interroger. Et en quelques secondes, le Notebook LM va me permettre de répondre à des questions que j'aurais posées à mon collaborateur. Et quand j'ai 30 minutes avec un collaborateur, j'économise 10 minutes de remise en contexte, de procédure, de rappel. Je vais vraiment directement à l'essentiel. De la même façon, c'est aussi comme ça que je prépare toutes mes réunions avec mes partenaires business. Et quand on me pose des questions, alors c'est assez drôle, et que j'ai pas la réponse, j'interroge Gemini en direct et Gemini, qui est donc notre outil phare d'intelligence générative, est devenu mon meilleur sparring partner. Donc j'ai évidemment mes idées, mais je ne pars plus d'une feuille blanche. Et ça me permet de gagner un temps précieux additionné dans une journée, avant chaque réunion, avant chaque prise de décision. J'ai vraiment l'impression d'être très très enrichie par ces outils. Ça, je pense que tu as mis des mots quand même très importants à souligner, c'est le mot sparring partner et enrichi. C'est pas remplacement. Voilà, ça vient compléter ce que toi tu sais déjà, ce que tu réfléchis, et parce que tu as posé les bonnes questions et tu avais déjà le bon raisonnement, que ça vient
compléter ce que tu avais sans doute déjà en tête, mais au lieu de prendre plusieurs heures, ça prend un petit peu moins de temps. Absolument, et ça va plus vite et ça me rend vraiment meilleure. Je trouve des arguments que je n'aurais peut-être pas trouvés aussi rapidement, voire pas trouvé du tout. Donc c'est assez formidable. Ça me rend plus intelligente. Eh ben écoute, très bien. on prend du coup justement quand ça nous enrichit. Absolument. Tu parlais de tes équipes justement, donc tu as des équipes importantes, internationales. C'est quoi pour toi un bon manager et un bon directeur juridique aujourd'hui? Pour moi, le bon manager, alors évidemment, il y a la vision, mais qui est quand même beaucoup dictée par l'entreprise. Hein. On accompagne les priorités de l'entreprise, mais je dirais que le bon manager, tu ne vas peut-être pas trouver ça très sexy, mais c'est un manager qui travaille un peu sur les process et qui enlève les obstacles aux équipes et qui est là pour leur faciliter leur quotidien. Et voilà, pour leur permettre de se consacrer à ce qui a le plus de valeur ajoutée, à ce qui est le plus intéressant pour eux, et essayer d'enlever toute cette bureaucratie ou ces difficultés organisationnelles, puisqu'on est une entreprise assez complexe dans son organisation. Donc, vraiment les aider à se consacrer à l'essentiel, sur un plan de process. Et puis, le bon directeur juridique, pour moi, c'est celui qui est, c'est un peu tarte à la crème, mais le bon partenaire business de toutes les autres directions, le directeur général. Donc, c'est l'aider à les aider tous à prendre des décisions en parlant leur langage. Alors ça n'a pas changé, hein, ça c'est toujours le rôle en tout cas, ma perception du directeur juridique depuis que j'ai commencé ce métier, c'est d'être le bon traducteur et puis celui qui permet d'avoir l'analyse des risques la plus fine possible pour pouvoir, accompagner des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Ce que j'aime beaucoup dans tout ce que tu dis, justement, c'est on retrouve la notion de partage et de collectif. Tu as redit encore partenaire pour tes équipes aussi. Tu es là pour être un peu leur sparring partner aussi, du coup, et faire en sorte que leur travail soit plus intéressant. Et tu le dis aussi pour ta direction, tu as ce rôle d'accompagnement extrêmement important. Voilà, j'aime beaucoup cette notion collective, justement, c'est très important. qui se traduit par tous les mots que tu as employés. Retour en arrière encore, cette fois-ci pas sur les bancs de la fac, Maria, mais un peu avant, le coup. Quand tu étais enfant, j'imagine, peut-être à tort, que tu ne voulais pas être directrice juridique chez Google. Qu'est-ce que tu avais envie de faire ? Alors, je vais te faire sourire. J'avais pas de métier précis en tête. Mais je me souviens d'une petite fille qui avait 8 ans, qui jouait à l'époque avec une Barbie et qui projetait cette Barbie dans des aéroports, allant d'un pays à un autre, où le rythme était rapide et qu'elle traînait sa petite valise derrière elle. Donc c'est un peu l'image que je me faisais d'un métier plus tard, sans savoir vraiment ce que c'était. Et puis aujourd'hui, je voyage pas mal et puis j'ai une petite valise à la main et puis ça va vite et puis parfois j'ai des petits flashs comme ça et j'analyse la situation, je vois la situation avec un petit regard amusé. Donc petite fille, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais en tout cas je savais que ce serait et international et dynamique et voilà. Donc tu as réalisé ton rêve d'une certaine façon. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, au-delà du droit, qui, je l'entends, te passionne? Voilà, quelles sont tes inspirations personnelles, professionnelles, au quotidien? Alors, je vais complètement changer d'univers et je te répondrai que je puise une grande inspiration dans la nature et les paysages de montagne. J'admire vraiment la grandeur, la beauté gratuite de la petite fleur, toute petite, que tu vois en te promenant jusqu'au sommet les plus grandioses. Et cette nature m'inspire puisqu'elle me renvoie à une forme d'humilité, au fait qu'on est assez petit, que le temps passe très vite et que c'est vraiment nécessaire d'avoir du recul sur tous les petits événements quotidiens qu'on traverse.
Ça me rappelle ce que me disait Pierrick Le Goff, je ne sais pas si tu le connais, c'est l'ancien directeur juridique d'Alstom, qui est aujourd'hui associé chez De Gaulle Florence, que j'ai reçu aussi dans ce podcast-là, et à cette question a répondu quelque chose d'assez similaire. Il me parlait d'aller faire de mémoire des randonnées seul dans la nature pour justement prendre du recul. Absolument, je fais la même chose et c'est très ressourçant et très agréable. Est-ce que tu as eu, ou que tu as encore d'ailleurs, des mentors, des personnes clés dans ton parcours qui t'ont guidé, influencé ? Oui, j'en ai eu plusieurs. Je pense à 2 mentors lorsque j'étais à l'université, qui m'ont vraiment permis de prendre confiance en moi, qui m'ont vraiment fait comprendre que mes singularités et mes compétences propres étaient de véritables atouts, même si ce n'étaient pas les qualités qu'on pouvait imaginer pour réussir une carrière brillante ou des études brillantes. Et donc, ils m'ont encouragée à m'appuyer sur mes singularités, parce qu'elles portent en elles portent encore aujourd'hui une énergie vitale précieuse dont on a besoin pour se projeter et pour se donner les moyens de parvenir à ses ambitions. Et puis, 3e mentor que tu connais, puisqu'il s'agit de Yoram El-Kaïm, qui a été pendant de très nombreuses années mon manager, mais également un mentor et qui m'a fait confiance durant toutes ces années. Et quand on nous fait confiance, eh bien, on a confiance en soi, évidemment. Et il m'a aussi appris le calme en toutes circonstances et le sens de la nuance, parce que je ne sais pas si tu as perçu à travers ce parcours que j'avais quand même une certaine fougue qu'il fallait contenir. Et voilà. Et ce sens de la nuance a été très, très important pour moi. Et je pense que ça me permet d'avoir une panoplie de compétences plus complètes. Parfait. Ça me laisse sans voix et ça me fait réfléchir, parce que ma prochaine question, est en lien avec ça aussi, bien entendu. Donc, avec le recul que tu as aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu aimerais donner à un étudiant qui sort de la fac de droit, qui vient d'avoir son diplôme d'avocat, ou est-ce que il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir? Donc là, tu nous as donné quand même pas mal de choses sur l'appréciation des singularités comme véritable atout, le calme, le sens de la nuance. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter en plus? Oui, je pense que c'est assez important. Alors, c'est assez abstrait ce que je vais te dire, mais je pense que c'est important d'essayer d'avoir une vision, même si elle n'est pas précise, de ce vers quoi on veut aller. Une forme de projection. Parce que de se projeter dans un univers, dans un univers, même si on n'a pas une idée précise, parce que je pense qu'avec son énergie et sa détermination et son travail, on peut, avec tous ces éléments, ce cocktail, réaliser ses ambitions. Très bon conseil. Un peu comme cette petite fille qui jouait à la Barbie et qui la faisait voyager à travers le monde. Exactement. Merci beaucoup, Maria. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Oui, je voudrais peut-être revenir sur ce concept de menace, de peur face à des outils IA. Aujourd'hui, c'est ce qu'on lit partout dans les médias, les conversations entre amis. Ça tourne beaucoup autour de dans quelques temps, on nous aura remplacés. Et en fait, mon approche face à cette transformation, c'est de rester ouverte, curieuse, de tester sans avoir trop d'inquiétude. Et puis, encore une fois, d'avoir ce recul pour observer, être témoin de cette révolution qu'on nous présente comme la plus grande révolution depuis très longtemps. Si c'est le cas, on sera tous embarqués dans cette grande aventure, mais le fait d'être témoin de cette révolution, je trouve ça passionnant et c'est sous cet angle-là que je l'aborde. Et donc, mon dernier mot, ce serait de ne pas aborder ce qu'on vit aujourd'hui avec inquiétude,
mais plutôt avec curiosité. Merci Maria pour ces derniers mots très forts pour le coup sur lesquels on se quitte. C'était un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Merci beaucoup. Vraiment. Merci Audrey, ça a été un plaisir également de partager ce moment avec toi. Et je suis ravie que ce premier podcast soit avec nous. Merci, merci encore. Merci Maria et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je suis sûre que vous aurez apprécié cet échange passionnant. Voilà, je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois, je trouve ça de plus en plus génial. Donc, merci Maria, merci à tous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Voix d'entrepreneur du droit by Fed Legal. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.